Salut les croqueurs de ballon et bienvenue sur ta terre comme à chaque fois. Vous avez vu qu'on n'a même pas pris le temps de se changer. On enchaîne parce qu'on avait lancé un sujet dans la dernière vidéo où Fred se présentait. Je n'ai même pas besoin de le présenter, vous le connaissiez déjà d'avant et vous le connaissez encore plus maintenant parce que ça fait la 4e vidéo qu'on fait ensemble. Merci encore Fred. Déjà, merci ça à fait toi, toujours plaisir ça... et je trouve que ça a été passionnant à chaque fois. En tout cas, nous, ça nous a passionnés. Donc merci beaucoup et comme ça nous a passionnés qu'on se lançait sur un autre sujet, on va encore tourner une vidéo. Fred nous a parlé de son parcours. Là, cette fois-ci, on va parler de quelque chose de plus généraliste qui vous concerne même vous. C'est comment partir de zéro pour lancer un projet. Ça peut être monter sa chaîne YouTube, monter son média, son site, je sais pas, quel que soit le truc qui te passionne. En l'occurrence, évidemment, nous, c'est dans le sport et un peu sur les réseaux sociaux, parce que c'est un peu là qu'on est, pas que les réseaux sociaux, évidemment, mais en tout cas, c'est un peu dans ces univers-là qu'on se situe. Nous, ça a été de monter la chaîne YouTube Terre. Lui, il a récemment monté sa chaîne Better Athlete, que je prononce avec un accent carré, t'as vu, t'inquiète. Bien. C'est la meilleure prononciation, parce que moi, tout à l'heure, c'est dégueulasse. Et Julien, c'est de s'incruster ici, on sait pas comment il a fait. Il y a du coca. Et donc là, on va parler un peu de ça. Il y a quand même beaucoup de choses à voir sur ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous viennent en tête à nous d'expérience. Donc on va partager un peu nos ressentis, nos retours d'expérience et essayer de vous donner un maximum de conseils parce que je sais que vous êtes très très friands de ce genre de choses. Voilà, ça c'était ma cue pour vous lancer. J'aimerais qu'on parle de, je sais pas si c'est le moment, la chaîne YouTube de Fred, on en a beaucoup parlé. Pour vous situer un peu le contexte, avant qu'on commence à tourner, Fred et Julien s'étaient lancés dans une discussion passionnée sur la chaîne Better Athlete, que je continue à prononcer avec l'accent carré. Et donc je vais les laisser reprendre un peu sur ça parce que ils étaient à fond. Tout à fait. En fait, c'est comme il disait, il parlait des Américains. Il y a beaucoup de chaînes américaines comme ça qui sont axées comme ça sur le lifestyle de l'excellence sportive. Et Fred, avec un ou deux en France, il y en a vraiment très peu. Tu peux le citer, enfin, je sais que tu peux. Natural Evolution, par exemple, qu'on a rencontré une fois en Allemagne et qui sont très sympas d'ailleurs. Très sympa, très pro aussi, qui vient un ancien footballeur professionnel justement, très axé football. Et Fred en fait se veut un petit peu plus généraliste. Donc pas seulement football, mais le sport et l'activité physique. De se dire simplement de ne pas se limiter, en fait, de viser l'excellence, quel que soit son niveau en fait. Alors en fait, pour revenir sur Better Athlete, l'objectif c'était effectivement de partir sur deux sports que je connaissais bien. Donc le foot et le basket. Et de proposer en fait une chaîne qui n'allait pas parler que d'un seul aspect. Parce qu'en fait, pour être un athlète complet, il y a plusieurs aspects qui comptent. Il y a la nutrition, il y a évidemment la technique, tout ce qui est fondamentaux techniques, il y a l'aspect tactique aussi, parce que ça on n'en parle pas souvent, mais la tactique c'est hyper important. En tout cas, je trouve que, en tout cas les joueurs commencent à s'y intéresser assez tard, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi tout ce qui est préparation physique évidemment, tout ce qui est aspect mental c'est aussi pour ça que je me suis formé. Et je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus en France, en tout cas, de cet aspect-là. Il revient de plus en plus souvent dans la bouche des journalistes. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il n'y a rien de concret qui est fait, en fait. Voilà, c'est un peu comme le climat, quoi. Ouais, le réchauffement climatique, on s'y mettra un jour, quoi. Et aussi tout ce qui est la prévention des blessures, des choses comme ça, avec des kinés. Voilà, le but, c'est vraiment de proposer une chaîne qui va parler de tout. Alors forcément, on peut pas tout faire. Enfin, sur Better Athlete, on peut pas tout sortir d'un coup. Le but, c'est que ce sera un peu progressif, tu vois, par saison. Par saison, tu auras des contenus. Là, pour commencer la chaîne, j'ai décidé de faire que des contenus sur des fondamentaux techniques. Pourquoi ? Parce que ça attire plus. Si j'avais lancé la chaîne sur du mental, sur de la nutrition, tu vois, un peu plus dur d'accès. Et j'ai aussi profité du fait que Footpack c'était encore récent. Donc me dire lancer un truc sur le foot, et c'est aussi pour ça que je me suis dit je vais quand même. Les gens me reconnaissent sur YouTube en tant que footeux, tu vois, donc c'est pour ça que... C'est vrai que ta pratique du basket était méconnue. Elle était méconnue parce que j'ai pas du tout communiqué là-dessus, et les gens m'ont connu sur Footpack. Sauf que moi, j'ai pratiqué 13 ans de basket en club. Tu vois, le basket, ça a été mon sport. Je suis curieux d'ailleurs de te voir. Moi, je suis une quiche en basket. C'est un sport que je kiffe et que j'aurais aimé pratiquer. Mais je suis une vraie brêle. J'ai dû jouer 5 fois dans ma vie au basket. Et le seul truc que je peux faire, c'est bâcher, évidemment, parce que je suis très grand. Mais c'est un sport que je kiffe et j'aimerais bien te voir jouer. Parce que bon, je connais Fred le footeux qui est un très bon joueur de foot. Et j'aimerais bien te voir en basket, c'est mon sport. Bon, tu sais, je me sens meilleur moi au basket. C'est axé aussi sur la vitesse dans ton jeu de. C'est quoi ton jeu
moi, je te vois arrière meneur, non enfin, je me trompe suis peut-être. meneur. Bah, voilà, ouais. Moi, mon jeu, je défends dur. Je pense être adroit. Et je suis un vrai meneur. Je suis un vrai meneur de jeu. Donc, j'adore ça. En fait, le leadership, mener. T'es Kuruko. Les vrais sauront. Ouais, je suis un Est-ce que joueur. tu fais des passes comme ça, là? Bah, j'aime bien faire des passes aveugles. Ouais. Mais le plus important, c'est ça, c'est de savoir gérer le tempo, savoir aussi temporiser. Enfin, gérer le tempo, c'est un peu ça, savoir temporiser, savoir accélérer. J'aime bien aussi tout ce qui est... Tout ce qui est, j'allais dire QI football, mais QI basket, en fait. Mais en fait, le basket m'a permis d'être un meilleur footballeur. Ouais, et inversement. Ouais. Et inversement. Parce que je trouve que c'est vrai qu'on ne dit pas assez, mais des fois quand tu cumules plusieurs sports, t'apportes des choses différentes. C'est ça. Alors là, j'ai l'impression qu'on a divergé. Ouais, du coup, on a fait une parenthèse qui a pris un peu de temps, mais c'est pas grave, c'était intéressant quand même. Donc on le rajoutera dans le titre, ce sera comment monter un projet de zéro et aussi, je sais pas, parler de basket. Si ça continue comme ça, on parlait de brocoli, de nutrition. C'est clair, ouais. Revenons-en côté projet. Donc ok, tu es chez toi, t'adores le foot ou le basket ou peu importe, t'as envie de partager ta passion, tu sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup dans cet esprit-là? Alors déjà, la première chose, c'est de réfléchir à ok, j'ai un projet, mais pourquoi je veux le faire? Tu vois, la question de motivation, elle est essentielle. Pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire, tout simplement? Il y a plusieurs raisons qui pousseraient à se poser cette question. Oui. Déjà, première chose, et je le vois tout le temps, je pense que tu l'as vu 15 000 fois aussi, ne pas se tromper et commencer quelque chose pour de mauvaises raisons, parce que tu tiendras pas la distance, clairement. Au bout d'un moment, ça va te frapper sur la gueule, tu te dis, mais en fait, ce que je dois investir en temps, en travail, en énergie, peut-être même en argent, ne vaut pas par rapport à ma motivation qui n'était pas forcément soit suffisamment forte, soit alignée par rapport à ce que je dois faire. Bon, pour être plus concret, si toi t'aimes le foot et t'as vu des influenceurs et t'es juste un petit peu jaloux parce qu'ils reçoivent des belles paires de crampons et que toi aussi t'aimerais bien recevoir des belles paires de crampons, crois-moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il y a beaucoup trop de taf avant de recevoir quelques paires de crampons. Bosse à McDo, gagne 300 balles, va t'acheter une paire de crampons, ça te prendra moins de temps que de monter une chaîne YouTube, la faire grossir, investir dans des contenus, etc. pour arriver au niveau pour que les marques te repèrent et t'envoient des produits. C'est une galère. Et il y a un côté aussi de courir vers un truc que tu ne pourras jamais satisfaire finalement. Parce qu'au final, tu vas recevoir des produits, mais t'en voudras toujours plus. C'est ça. Donc là, c'est aussi de courir derrière un truc qui n'a pas de sens. En fait, quand tu arrives pour des raisons comme ça, un peu matérialistes, tu vas toujours être dans cet esprit-là. C'est-à-dire que tu vas... Ok, peut-être tu auras reçu une paire de crampons, mais tu vas regarder les autres aussi. Ah ouais, lui, en fait, il a été invité à tel voyage et moi, non. Du coup, c'est une forme de motivation. Je dis souvent, moi, le seum, c'est une bonne motivation. Mais je pense que la jalousie n'est pas une belle motivation. Ça va pas te passionner. Tu feras les choses pour un objectif, alors qu'en fait, c'est le voyage qui compte. C'est tout le truc. Tout à fait. Voilà, mais il y a une autre erreur aussi que beaucoup de gens font, c'est de penser que faire une chaîne YouTube, c'est un hobby. C'est pas un hobby, c'est un deuxième travail. Ouais, enfin oui. Après ça dépend. Après tu le fais pour le plaisir. Ça dépend déjà de ton âge, de ta situation. Quand tu commences une chaîne à 15 ans, c'est la même chose qu'à 25. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le côté certes plaisir, mais il y a le côté réaliste. C'est-à-dire que pour entretenir une chaîne YouTube, c'est tellement de boulot. C'est du boulot. Et du coup, tellement de boulot. Ça me permet d'embrayer sur autre chose, c'est de savoir s'entourer pour un projet. C'est-à-dire que ça, c'est une qualité aussi. Trouver des gens qui partagent la même vision, qui ont des compétences que tu n'as pas, parce que le but, c'est pas de trouver quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi. C'est de trouver des profils complémentaires. Je pense que vous l'avez compris chez Terre. Chez Football, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Hein, justement, c'est un process. Ça fait que 1 mois ou 2 qu'on est à peu près stable. C'est clair. Mais ceux qui nous regardent, si vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, lancez-vous. Parce que c'est dans mes notes. Moi, un truc que j'ai noté, c'est foncer. Foncez. Une fois que tu es au clair, en fait, comme tu dis, connais-toi toi-même. Quand tu sais qui tu es, qu'est-ce qui te passionne, quelles sont les valeurs que tu veux partager, qu'est-ce que tu veux échanger avec une potentielle audience que tu auras. Une fois que tu es calé sur ça, fonce. Même si la qualité elle est pas au rendez-vous, c'est très dur d'arriver. Nous, on a eu cette ambition un peu démesurée dès le début de vouloir produire des contenus de qualité parce qu'on se disait que ce serait justement notre marque de fabrique, mais c'est tellement chaud. Et ce qui fait que par exemple, pendant toute la première année, peut-être même les 2 premières années de notre chaîne YouTube, impossible de nourrir la chaîne régulièrement en contenu parce que chaque contenu prenait un temps de dingue. C'est impossible de sortir une vidéo quali toutes les semaines, c'est impossible. Et alors, un truc en plus un peu paradoxal, c'est que quand tu es petit, donc mettons que t'as une chaîne YouTube, t'as pas beaucoup d'abonnés. C'est quoi vraiment l'intérêt
de faire des vidéos sur lesquelles tu vas cravacher pendant 2 mois pour faire un contenu de malade et ultra quali si tu as 3 vues et demie sur YouTube. Personne ne voit ton truc. Donc là, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait produire des choses. Je dis pas faire de la merde, produire des choses qui soient réalistes, mais la passion, elle reste en fait la sincérité, quelle que soit la qualité, parce que la qualité, c'est le maquillage, en fait, c'est ce qu'il y a autour. Tant que le fond reste sincère et vrai, c'est pas grave si la qualité elle est pas au rendez-vous au début, parce que tu es en train de te construire, tu construis tout en fait, c'est-à-dire tu construis ta manière de voir les choses, ta manière de partager. Peut-être que ton fond il est bon, mais que la forme, je sais une formulation, mais peut-être que tu veux parler de foot, que sincèrement tu es passionné par le foot, mais la manière dont tu vas raconter ce foot, ben, ça parle pas vraiment aux gens. Donc tu vas adapter et progresser dans ta manière de discuter, d'échanger, d'analyser, de créer ton contenu football, et petit à petit, ton audience va te suivre et va grandir avec toi. Et la qualité va aussi grandir. Alors que si tu vises trop au début, c'est chaud. Après, on en revient au point de départ. C'est-à-dire que si ta motivation, c'est juste de faire des vidéos, ben lance-toi, il n'y a aucun souci. Par contre, si ta motivation, c'est de lancer une chaîne pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir... Là, déjà, c'est plus compliqué. Il faut réfléchir aussi, très important, à savoir mesurer les risques. Quels risques tu encours? Quelles sont les conséquences positives et négatives à ce que tu te lances à faire une chaîne qui va te rapporter de l'argent? Et quels sont les risques aussi si ça marche bien? Parce que souvent on se dit ouais, c'est trop bien si ça cartonne. Mais demain, moi, si j'ai 100 000 abonnés, il faut que j'assure derrière. Ouais, c'est ça. Tu vois, si tu te lances et demain tu as 100 000 abonnés, tu fais quoi? Si tu es tout seul, tu dois produire plus de contenu, plus de qualité, et là tu te retrouves un peu paniqué, t'es perdu. En fait, tu peux vite te retrouver dans une espèce de prison bizarre, dorée, où en fait, comme il dit, mais demain t'as 100 000 abonnés, super, c'est top. Nous on n'en a pas 100 000 par exemple, hein, loin de là. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, tu vas forcément être démarché à droite à gauche. Tu vas avoir une communauté qui va te demander, qui va t'envoyer des messages, qui va vouloir des réponses, qui va mettre des commentaires. Et en fait, tout ça, c'est une quantité de travail qui augmente exponentiellement et que comme tu dis, tu peux plus assumer. Si tu n'es pas prêt, tu vas pas y arriver et ça se trouve, tu vas abandonner. Donc c'est pour ça, il faut toujours mesurer et penser aux conséquences, même sur quelque chose de positif. Donc c'est-à-dire que d'avoir 100 000 abonnés, c'est le meilleur scénario. Mais en même temps, quelles sont les conséquences négatives aussi? Il y a ça aussi. C'est ça. L'exposition, déjà, L'exposition, c'est vrai. 100 000 personnes te voient, tu influences les personnes, tu dois avoir... Et même, c'est comme tu parles d'exposition, mais en vrai, c'est vrai, parce que même mentalement, il y a un côté à l'exposition. On l'a déjà vu avec des très gros youtubeurs qui ont commis... j'ai l'exemple souvent de je sais plus qui avait fait une youtubeuse beauté qui avait fait un masque avec du chocolat et en fait ça s'est retourné contre elle parce qu'il y avait des meufs qui avaient eu des problèmes de peau, mais c'est des trucs à la con. Toi t'es peut-être sincère et innocent dans ta démarche, mais si tu dis une connerie et que t'as 100 000 personnes qui te voient, surtout si c'est une jeune communauté, et que t'as pas fait gaffe et que justement ils t'ont suivi, tu peux t'arriver des trucs sur la gueule auxquels t'es pas du tout prêt, ça c'est clair. Surtout que t'es pas accompagné et pas bien accompagné, c'est chaud. Donc c'est pour ça que si vous vous lancez dans un projet, alors si c'est qu'une chaîne YouTube, il n'y a pas de grandes conséquences normalement, mais si c'est déjà un projet qui demande un peu plus de travail, qui demande du budget, bah là, il va falloir réfléchir vraiment à ce que vous êtes prêt à investir. C'est hyper important quand on lance un projet. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre? Tu vois, dès le départ. Carrément, Qu'est-ce qu'on est prêt à consacrer comme temps? Parce que le temps que vous consacrez à vos vidéos, vous les passez pas avec vos proches. C'est ça. Au début ça a l'air anodin, mais en fait c'est très très chronophage. C'est ça. Et évidemment tu te dis en fait j'ai plus le temps de voir mes amis, ma famille, ça me bouffe. Enfin vraiment, comme dit, une communauté à nourrir en contenu régulier. YouTube par exemple, ça demande d'envoyer du contenu tout le temps. Et le contenu vidéo, ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, c'est dire, en fait, mon week-end, je l'ai passé à faire mes contenus. Et du coup, j'ai vu personne, par exemple. Sachant qu'en 2019, c'est pas seulement YouTube. Oui, non, mais voilà, il y a tout, c'est Instagram. Prendre ton Twitter, ton Instagram, ton Facebook, c'est... Donc, mais un truc con, par exemple, j'ai jamais aussi peu joué depuis que je fais Terre-Terre, par exemple. Alors qu'à la base, moi, je joue au foot et j'adore jouer au foot. Et j'ai jamais eu autant de paires de crampons. Mais je joue moins qu'avant. Mais oui. Parce que ça prend trop de temps en fait. Parce que les gens ne voient que la production finale. Mais vous ne voyez pas d'une part le montage, le tournage déjà, le montage, mais déjà aussi la réflexion de savoir l'écriture. Qu'est-ce que tu prépares? Tu n'arrives pas avec une caméra au hasard. Parce que si vous voulez vous démarquer, il faut également que le contenu que vous proposez, alors même si au niveau de la qualité de l'image ce sera pas ouf,
Mais déjà, en termes de richesse d'informations dans votre vidéo, bah ça se travaille avant, tu vois, et c'est du temps. Et c'est un truc qui est souvent sous-estimé d'ailleurs. Ouais, parfois il y a des petits jeunes, et moi je pense que c'est une différence chez Terre, c'est qu'on est plus âgé que la moyenne des youtubeurs. Ce qui nous donne une certaine expérience, un certain recul, qui peut-être offre une certaine maturité à nos contenus, nous donne certaines idées, et même tout bête, on a des compétences. Quand tu es diplômé, que tu as bossé, t'es graphiste, t'es monteur vidéo, t'es machin, t'as des compétences techniques que t'as pas quand t'as 15 piges. Donc moi à 15 piges, je savais rien faire. Hein. Et du coup, ça nous donne une certaine qualité de base, un certain avantage. Financièrement, on est des adultes, on bosse, on gagne nos vies, donc on peut s'acheter un appareil photo, un micro, des lumières, des gobelets Coca-Cola, tu vois, on peut se payer des trucs. Donc on a cet avantage-là. Et en plus de ça, comme tu parlais de la richesse du contenu, quand tu as un certain vécu, ça te permet tu le retranscris dans tes contenus. Quand tu écris quelque chose, tu as peut-être une plus grande qualité dans ton écriture. Et ça rejoint un autre point, c'est savoir aussi qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, parce qu'il faut être humble aussi. D'être honnête avec soi. Si tu fais la même chose que les autres en moins bien, il y a beaucoup de chaînes qui se ressemblent, surtout dans le monde du football. Je pense dans tous les milieux. Dans tous les milieux, mais voilà. C'est normal, les gens s'inspirent les uns des autres et tout ça. Mais il faut bien étudier la concurrence pour faire quelque chose qui sorte du cadre. Et de savoir se connaître. On revient au point de départ, savoir se connaître. Qu'est-ce que toi, en tant que Fred, tu peux apporter de plus par rapport aux autres? Une question que je me suis posée au début de Terre, c'était qu'est-ce que j'aime pas dans ce que je vois moi sur YouTube? Des fois, je vois des trucs, et ben, en fait, des trucs qui me plaisent pas, je me dis, mais en fait, si moi je fais un truc, je veux pas faire ça. C'est une question parmi d'autres qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'aime pas ou qu'est-ce qui manque? Et il y a un truc con, là, je me suis noté une punchline dans mon truc. Un petit truc de base que tu peux dire, c'est si j'aime. Attends, je me relis, pardon. Si j'aime ce que je fais, et ben, il y a des chances que d'autres vont aimer ce que j'ai fait. Mais il faut pas confondre. Genre, j'ai des trucs à la con, mais par exemple, je vais faire des coups francs, tirer des coups francs. Moi, j'aime bien tirer des coups francs, donc forcément, j'aime bien le faire. Je vais filmer moi en train de tirer des coups francs. Mais il y a une différence entre aimer ce que toi, tu es en train de faire et ce que les gens vont voir. Est-ce qu'ils vont aimer eux ce que tu es en train. Est-ce que c'est compréhensible? Ouais. Moi, je l'ai compris. C'est pas parce que toi, tu vas aimer ce que tu fais que les autres vont aimer le regarder, parce que du coup, ils étaient pas là avec toi. Il y a autre chose aussi qu'il faut pas confondre aussi, et certains se perdent dans ça. C'est pas parce que les gens aiment un certain contenu que toi tu vas devoir te lancer forcément dans ce genre de contenu, surtout si toi ça te plaît pas. Parce que moi, on connaît des youtubeurs qui font des vidéos que parce que ça marche, c'est dans les top tendances. Ouais. Tu vois, moi personnellement, je ne juge pas, encore une fois, mais je sais que moi je suis incapable de faire ça parce que au bout d'un moment, tu sais, c'est un truc qu'on me dit moi souvent, par rapport à mes valeurs, je serais pas aligné. Quand on fait il suffit que je fasse une vidéo qui marche un petit peu moins bien, enfin je dis je, mais en réalité, et puis dans nos discussions, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va suggérer, ouais, mais vous devriez faire ci ou ça marche bien. Mais à la base, on a commencé Terre en se disant on veut pas faire les trucs qui marchent bien et qu'on n'aime pas. Surtout si t'as pas envie de le faire. Voilà, c'est ça en fait. Et comme dit, ça prend tellement de temps à faire que si tu fais un truc que t'aimes pas, mais. Ce sera pas toi, et je préfère aller jouer au foot avec des potes en fait, ou voir mes nièces, ou aller dans n'importe quoi en fait, sauf ça quoi. Et ce sera pas toi, donc ce sera pas authentique. Et on je parlais encore de longue durée, mais si tu fais des trucs parce que c'est commercial, sur le long terme ça va te fatiguer, mentalement et physiquement ça va te fatiguer, t'arriveras pas à tenir. À moins que effectivement ton truc cartonne et que ce soit ta motivation parce que le truc cartonne, mais même ça c'est dur, même si ça cartonne. Mais... Je te jure que recevoir des paires de crampons c'est pas assez comme cadeau pour continuer à faire des trucs qui te cassent les couilles. Hein. Si ce que tu fais te fait chier, t'en auras trop marre. Ouais. On en revient toujours au même point, savoir pourquoi ce que tu fais, savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, tout simplement. Un dernier point que je voulais mentionner, que je me suis noté, que peut-être on ne voit pas, en tout cas on sous-estime beaucoup dans un projet comme ça, c'est l'importance de tous les à côté, des trucs hors caméra, et un en particulier que moi je note, c'est le réseautage, le networking. Dans tous les milieux, dans tous les métiers, le réseau est important, voire même fondamental. Quel que soit ça peut être du réseau interne, je bosse dans telle banque, et c'est important que je fasse du réseau avec mes collègues. C'est aussi con que ça. Parce que quand il y a collègue Trucmuche qui va lancer un projet, en fait, avec qui il va vouloir bosser? Avec les gens qu'il aime bien. C'est aussi bête que ça. Hein. C'est les gens aiment bosser avec des gens qu'ils apprécient au niveau humain. Et quand tu vois par exemple, tel mec, ou tel youtubeur, ou tel média a fait un projet avec telle marque, Nike ou autre, toi tu vois une marque internationale immense. Moi, je te dis que je vois une personne. C'est Robert ou Stéphane ou Clémentine qui bossaient là, avec Guillaume qui bossait là. Et eux,
s'entendent bien humainement et donc ils ont naturellement envie de bosser ensemble. Donc peut-être que par exemple sur tel projet, un autre aurait été plus compétent ou plus crédible ou plus légitime, mais en fait la relation humaine pèse aussi dans le choix. Donc il y a un côté où il faut... alors ça peut paraître un peu hypocrite, ça ne l'est pas forcément, ça dépend. Mais il faut absolument développer et entretenir son réseau et ça demande du temps, de l'énergie, de la réflexion. Moi j'ai beaucoup de mal à faire ça. Par exemple, très con parce que Dorian me disait une fois un truc à la con, mais il me disait Abdé, toi il faut pas que tu fasses de la lèche, t'es trop âgé pour ça. Envoie-moi pour faire ça. C'est une blague, mais il me disait en gros, quand t'es jeune, ça passe quand tu vas faire de la lèche à des gens, alors que moi, je vais pas faire de la lèche à quelqu'un qui est plus jeune que moi. Tu sais, quelqu'un qui a bossé dans une agence ou une marque, ce sera pas crédible déjà. Et en plus, même si j'ai pas envie de faire ça, c'est pas sain, c'est pas sincère. Donc moi, je suis très sincère dans mes relations, mais je sais que ça nous a joué des tours, par exemple. Il y a des moments où il y a des gens qui nous sont passés devant parce qu'ils étaient vachement dans le réseautage et que nous, on l'a été moins. Donc je pense que toi, tu l'as vu toi aussi. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que j'aime pas faire c'est la partie, mais c'est pour ça que c'est la partie difficile. Mais parce tu que sais, tu peux. Il y en a qui le font naturellement. Oui, c'est ça qui en fait, non, mais il y a deux choses. Donc du coup, ça n'empêche pas de pouvoir créer des relations, mais sincères, honnêtes. Alors après, moi, je ne juge pas ceux qui font du networking un peu plus intéressé. Chacun final, fait comme il veut. Ça paye comme il veut. Voilà, en tout cas, moi, je sais que je ne suis pas comme ça. Et je préfère avoir des vraies relations, et tant pis si je rate des trucs. Mais au bout d'un moment, moi, je préfère être cohérent avec moi-même plutôt que de faire de la lèche pour avoir un truc, d'être intéressé. On va dire que je pense qu'on voit plein de profils différents, donc tu vois un peu tout. Tu vois des gens qui font de la lèche de manière ultra visible, tu te dis mais c'est gros, et pourtant des fois ça passe. Je sais pas comment, mais ça passe. Ouais, t'as des gens qui le font de manière très intelligente, c'est-à-dire ils forcent un peu, machin, c'est pas forcément toujours sincère, mais en tout cas, c'est une partie du job, on va dire, ils le vivent de manière assumée. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je sais que c'est une partie du boulot, voilà, c'est une mission comme d'autres, ce que je respecte aussi. Il y a des gens qui sont peut-être plus comme Fred et moi j'ai du mal à le faire, donc je force pas trop. Quand quelqu'un, je vois qu'au niveau humain ça colle moins, je vais pas non plus me mettre les gens à dos, mais en tout cas, il y a des moments où peut-être on aurait pu forcer des choses et qu'on l'a pas forcément, en tout cas moi je l'ai pas forcément bien fait, mais ça fait partie du job en tout cas, ça fait partie des trucs qu'il faut pouvoir faire pour réussir dans n'importe quel milieu. On parlait de monter une chaîne YouTube, mais monter une boîte, monter n'importe quoi en fait. Quoi qu'il arrive, le réseau c'est important. Ultra important. Quoi qu'il arrive. Ultra important. Donc que ça se fasse naturellement ou pas. D'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais t'as raison de souligner ce point. Moi j'aimerais souligner un autre point qui est important. C'est comment vous allez vous fixer des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut vous fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et il faut savoir être souple aussi. Ouais, il faut savoir être souple. C'est vrai. Parce que des fois, tu vas partir sur un objectif où tu vas te dire je veux tant. Alors là, on part sur la chaîne YouTube. Je veux tant d'abonnés à telle période. Et finalement, ça ne marche pas pour X raisons. Il faut savoir être souple. Il faut savoir se dire ok, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je vais peut-être faire les choses différemment et je vais me fixer des objectifs un peu plus bas, entre guillemets, tu vois, pour que ça colle. Et il faut toujours se réinventer, toujours se remettre en question, toujours observer ce qui marche et au-delà des vues. Au-delà des vues, il faut aller plus loin que ça. Savoir ce qui, toi, t'a plu quand t'as tourné, savoir pourquoi ça marche, essayer de comprendre pourquoi ça a marché. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait aussi encore penser à l'entourage, parce que je trouve que ce que tu décris, c'est d'autant plus difficile quand tu es seul. Si tu es tout seul face à ton projet, t'as personne avec qui partager. Enfin, moi, je trouve que échanger avec les potes de Terre-Terre, ça apporte la différence, quoi. Il y a plein de choses que moi, je vois pas forcément. Je suis limité par mon propre mental, ma propre intelligence, ma propre vision, mon expérience. Et quand t'es 2, 3, 4, c'est d'autant plus de cerveau et de richesse que tu partages. Et on choisit tout ensemble. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut partager la même vision, par contre. Quand vous êtes plusieurs, même si vous êtes différents, il faut quand même partager le même objectif commun. La preuve, comme l'a dit Julien, l'équipe se structure. Encore une fois, il y a des potes avec qui étaient avec nous au début et qui ont lâché parce que soit ça les motivait plus, soit en fait ils avaient commencé ça pour le fun et en fait dès que ça commence à devenir un peu du boulot, c'est plus pour eux et il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que trouver la bonne team avec qui tu veux avancer, c'est pas si simple. C'est pas simplement... un autre exemple à con, mais je me souviens qu'on avait monté une équipe de foot entre potes à l'ancienne, on avait invité tout le monde à venir, mais le foot et l'amitié, c'est pas la même chose. Et dans l'équipe, t'avais des mecs qui étaient très bons, des mecs qui étaient moins bons, des mecs qui étaient très motivés pour jouer de manière structurée, des mecs qui voulaient juste taper le foot sans se prendre la tête, et entre ces groupes-là, ça clashait.
Parce que quand tu arrives à un match et que c'est un match de foot à 11 et qu'on est 9 au coup d'envoi, et ben ceux qui sont présents sont pas contents que ceux qui arrivent, par rapport à ceux qui arrivent en retard, ceux qui mettent un plan, etc. Et dans un projet, c'est la même chose. Il n'y a pas la même vision. S'il y en a qui... Tu montes une chaîne YouTube avec tes potes, vous êtes tous les deux, vous jouez au foot ensemble, tout se passe bien, vous êtes les meilleurs amis du monde. Mais une fois que vous devez commencer à bosser, il y en a un qui est super déter, il y en a un qui est un peu genre en mode « Oh putain, ouais, faut faire du montage, j'ai pas le temps, je dois aller voir ma grand-mère et tout. » Et il y en a un qui bosse, mais forcément, à un moment, ça va clasher. Hein. Entre les deux, ça va pas tenir longtemps parce que vous avez pas la même vision. Donc il disait, il faut absolument régulièrement se remettre en question, que ce soit seul ou en groupe, pour réaligner cette vision-là et être un peu honnête par rapport à soi-même et par rapport à l'implication des autres. C'est pas parce que lui, c'est ton meilleur ami que tu dois accepter ces trucs cons, mais si c'est un branleur et qu'il fout rien avec toi, et ben d'un moment il faut se dire bon bah écoute, viens on reste potes et on arrête ce projet ensemble, parce que si on continue on risque de s'embrouiller et de plus être potes. Et ça c'est ce qui peut être dommage. Enfin tu vois, je parle d'expérience hein, malheureusement, mais t'es pas le seul, hein, tu sais, donc ça arrive souvent. Dernière chose, peut-être le dernier conseil, c'est d'avoir un plan d'action. Ouais. Quand je parlais d'objectifs, c'est aussi de réfléchir à comment. En fait, ça suffit pas de se dire je veux réaliser tel truc. Quelle action tu dois mettre en place pour atteindre ton objectif. C'est ça, c'est de réfléchir, de mettre peut-être tes idées sur papier et de réfléchir. Ok, la première étape, ce serait de faire ça. Donc la première étape pour faire une vidéo, c'est déjà quoi? D'avoir du matériel pour filmer. Ça paraît con, mais si t'as pas de lumière et que tu filmes dans un endroit pas très joli, bah forcément tu vas pas attirer le monde vers ta vidéo. Donc déjà, c'est de réfléchir à. Je trouve que la difficulté par rapport à ça, c'est un peu comme genre t'es spectateur et tu regardes Neymar faire des jongles. Ça a l'air très simple, ça a l'air facile. Quand t'essayes, tu vois que c'est beaucoup plus chaud. Et en fait, quand tu vois on reste sur l'exemple de YouTube, mais tu vois un YouTuber qui fait des trucs super carrés, ça a l'air simple. Parce que c'est propre et il n'y a rien qui dépasse. Mais en fait, arriver à ce genre de qualité, c'est quand tu le fais que tu te rends compte qu'en fait c'est une dinguerie. Que avoir la bonne lumière, comme il dit, la bonne caméra. Moi, j'ai passé des mois sur des forums à regarder les différentes caméras, les objectifs, les machins. Voilà, le bon cadre, la perspective, le machin, tout. Et puis parler devant la caméra aussi, c'est pas à portée de tout le monde. Moi qui étais avant derrière et qui suis maintenant devant, je peux te dire que la transition est compliquée. Hein, tu sais que par exemple, quand j'ai commencé à réfléchir à Terre, moi je me voyais que derrière la cam au début. Et ça, comme il dit qu'il faut s'adapter, en fait j'ai changé. Et t'as appris sur le tas. Et au fur et à mesure des vidéos, j'étais pas du tout à l'aise au début à faire des stories. C'était pas du tout mon genre parler comme ça devant un téléphone ou comme ça devant un... C'était pas du tout mon délire. Maintenant c'est systématique. Après ça devient facile, mais c'est de l'entraînement. Et en fait il y a des avantages à ça. Donc vous allez vous mettre un plan d'action et vous allez faire, et de faire ça va vous donner confiance en vous. Parce que la confiance en fait c'est ça, c'est de faire quelque chose, de se dire peut-être de faire quelque chose dont tu pensais n'être pas capable finalement. C'est ça. Au final tu t'es forcé à le faire et tu l'as fait une fois, tu te dis mais... Et tu prends plaisir en plus. Je l'ai déjà fait une fois, donc je suis capable de le faire, donc ça va te donner confiance en toi. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est ça, c'est pas facile, parce que forcément... C'est le premier pas qui est plus difficile. Tu es dans l'inconnu, donc forcément ça fait peur, mais une fois que tu te lances, et vous allez voir, plus vous allez vous lancer, plus ça va être facile. Moi aujourd'hui, je j'ai foncé parce qu'il faut mettre le pied dedans. En fait, un défaut que tu peux avoir, c'est de trop tourner autour du pot. J'ai un exemple d'un cousin qui a monté sa boîte. Et en fait, il avait tellement peur qu'il est resté pendant super longtemps. Vas-y, fais plus de bruit. Hein. Je pense que là, les gens ont entendu. Il y a ma femme qui vient de rentrer. Donc Salut. Le mec avait compris. Je disais, il a passé tellement de temps à réfléchir à son logo, son nom d'entreprise, son design. Je dis, mais ta boîte, c'est pas ça. Il faut que tu fonces. On s'en fout du logo, tu pourras le changer. On s'en fout du nom du site internet ou du design. Fonce, trouve des clients, fais ton truc. Et petit à petit, et en fait, c'est une question, la peur peut-être, je pense, de se lancer, qui fait que tu vas te rester traîné à faire des trucs qui sont superficiels. Justement, le truc. Parce que tu dis, je suis pas prêt. En fait, non, faut foncer. À l'américaine. Tu te jettes de l'avion et après tu réfléchis à comment fabriquer un parachute. Mais en plus tu vas faire des choses, plus tu vas te ratamer, tu vas te rater, tu vas connaître des échecs, mais en fait, plus tu connais des échecs, plus c'est normal et plus tu fais des choses et plus tu as des réussites. Moi, je pense même plus à mes échecs en fait, alors que j'échoue tous les jours. C'est ça en fait. J'échoue tous les jours, mais comme Jordan disait ça, il les a super bien, mais en fait, une fois que tu les as passés, tes échecs, tu les oublies et tes réussites, c'est ce qui reste quoi. Ouais. C'est exactement ça. Voilà, bon, on va conclure sur ça, parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, c'est un débat qui pourrait durer encore longtemps. Merci à Fred, merci Julien. Merci Fred, merci franchement, c'était Fred, un invité au top. Ça se voit, le mec qui a d'expérience, qui est très à l'aise devant la caméra. À chaque fois, ça a été passionnant. Du coup, peut-être je vais lui demander de me remplacer. Nick Unisport, deviens Terre et remplace-moi. Si tu feras le job, très bien. Non, merci beaucoup, franchement, super cool. J'espère qu'on se refera ça avec grand plaisir en tout cas pour moi.
Merci beaucoup, merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Fred, elle est vraiment cool, et de le suivre aussi sur Unisport. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. À plus.